Bien, bah, il est 13h31, donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps que ça. Merci d'être là, merci de nous rejoindre pour ce webinaire d'introduction au serverless avec Guillaume et moi-même, Sébastien. On se présentera dans une seconde. Mais juste avant ça, je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée plein de fois. C'est celle d'un développeur, d'un chef de projet, une chef de projet sur ma diapo là, et un développeur. Et c'est vraiment la journée typique d'un développeur. On arrive le matin, on est au café, et puis il y a la chef de projet qui vient qui nous dit, dites, il faudrait rajouter une fonction à votre app ou il faudrait créer une nouvelle app parce que la compétition est en train de faire quelque chose de similaire. Et évidemment, on n'a pas de budget, on ne peut pas payer, mais si jamais ça marche, il faut être prêt à pouvoir gérer des centaines, des milliers de clients, on ne sait pas. Et oh, by the way, vous êtes tout seul, il n'y a pas d'équipe. En général, c'est à ce moment-là qu'on a envie de quitter le boulot, d'aller vendre des cocktails sur une plage quelque part ailleurs. Et en fait, maintenant, avec la technologie, il y a moyen de répondre oui à cette demande-là, dire OK, je suis seul, OK, on n'a pas de budget, OK, il faut quelque chose qui accompagne la croissance de l'application, mais avec les technologies cloud et le serverless, utiliser un back-end en serverless, donc une infrastructure en serverless, il y a moyen de répondre positivement à cette question et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, je suis accompagné aujourd'hui de Guillaume. Guillaume, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis informaticien de recherche au départ par l'INRIA et j'ai monté différentes structures. Donc, je vais vous parler de l'usage qu'on a pu en faire, notamment dans une architecture microservice et combien AWS a pu répondre aux challenges qu'on essayait de passer. Et moi, je suis un vétéran amazonien avec 7 ans chez Amazon, différents rôles. J'ai été dans le training, j'ai donné des cours techniques à nos clients. Je suis passé chez Alexa également comme solution architect pour aider des clients à développer des skills Alexa. Maintenant, je suis dans l'équipe qui s'occupe des relations avec des développeurs pour éduquer et pour informer les développeurs, les builders, les gens qui, au sens large, construisent des solutions sur AWS à utiliser des services cloud le mieux possible. Et dans les services cloud, dans cette étude qui date d'il y a 2 ans, AWS et le serverless étaient sollicités comme étant la technologie la plus appréciée, la plus voulue par les développeurs, 75% pour le serverless, 68% pour AWS. Donc c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Mais souvent on me dit, ok, c'est quoi le serverless et est-ce que c'est nouveau? Ça date il y a 2-3 ans, serverless. Non, serverless c'est quelque chose qui est assez vieux. D'abord, serverless, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de serveur, hein. On est bien d'accord. C'est un terme un peu marketing qui a été créé par l'industrie pour mentionner une catégorie de services, et je vais y venir dans une seconde. Mais au final, on est d'accord qu'il y a quelque part dans des data centers, des racks, des machines avec des CPU, de la mémoire. Il n'y a pas de magie, on ne fait pas tourner du code dans les nuages. Donc la définition de serverless, il y a 4 éléments pour moi dans le serverless. Un, il n'y a pas de serveur à gérer. Donc il y a des serveurs, c'est évident, mais ce n'est pas vous qui les voyez, qui les managez. Et donc, vous ne devez pas provisionner des virtual machines, installer du Linux, patcher, monitorer, s'assurer que des services soient redémarrés s'ils se plantent, etc. C'est quelqu'un d'autre qui le fait pour vous. La deuxième caractéristique des services serverless, c'est qu'il va grandir avec votre usage. Donc, vous pouvez commencer tout petit, une API par exemple, qui a 1 ou 2 appels par jour, et puis grandir à des millions d'appels par heure sans rien changer dans votre infrastructure. Donc, l'aspect élasticité est inclus, conçu, le service va vous accompagner dans l'élasticité, dans votre usage de ce service. Et le service est également conçu pour être résistant aux pannes. Donc il a cette capacité de résilience pour continuer à fonctionner dans un mode dégradé en cas de panne matérielle, de manière à cacher des pannes éventuelles, très rares, mais qui peuvent arriver, de ce service. Donc, vous n'avez pas à vous soucier non plus de la haute disponibilité, de la réplication, par exemple. Nos services serverless fonctionnent, les services de stockage en tout cas, fonctionnent sur plusieurs groupes de data centers où nous repliquons automatiquement les données d'un data center à l'autre. Et puis la partie que vous préférez, que moi je préfère dans le serverless, c'est qu'on paye qu'à l'usage. Vous allez me dire, ouais, mais avec des virtual machines aussi, je paye qu'à l'usage. Je paye quand je la démarre et puis j'arrête de payer quand j'arrête ma virtuelle machine. Correct. Mais si vous déployez une API sur une virtual machine, vous allez payer cette virtual machine à l'heure, même si personne n'utilise votre API. Tandis qu'en serverless, en vrai serverless, vous allez vraiment payer à l'usage, donc à l'appel, à l'invocation d'une fonction, à l'appel d'une API ou au gigabyte stocké sur un service de stockage quelque part. Donc c'est plus à l'heure ici.
C'est vraiment à l'usage. Alors typiquement, vous allez penser serverless comme étant ce que la presse appelle ou les médias appellent les cloud functions, les functions as a service, la possibilité de déployer du code, d'exécuter du code sans devoir gérer de ressources sous-jacentes. Et souvent, c'est des fonctions, ça marche aussi avec les containers. Et c'est vrai que quand on parle serverless, on pense dans le cloud AWS en tout cas, AWS Lambda, le service qui permet d'exécuter du code sans virtual machine, ou déployer des containers sans devoir gérer les instances de machines virtuelles sous-jacentes. Mais c'est qu'une petite partie du serverless. Si on repense à ma définition d'avant des 4 aspects, les API Gateway, où vous n'avez pas d'instance de virtual machine à démarrer, c'est du serverless. Les outils d'intégration continue, de déploiement continu qui permettent de builder votre code, de déployer votre code, c'est du serverless. Les bases de données sont en serverless. Aurora, DynamoDB, Neptune, Time Series sont des bases de données où vous n'avez pas à stocker, vous n'avez pas à gérer le stockage, vous n'avez pas à gérer les backups, il n'y a pas d'instance de machine virtuelle sous-jacente. Quand vous déposez un fichier sur S3, S3, c'est du serverless et c'est le plus vieux service d'Amazon. Il a 14 ans, mais vous payez uniquement à l'usage. Il est conçu pour la haute disponibilité. Il va vous accompagner il va passer à l'échelle automatiquement et il n'y a pas de patch à faire. Quand est-ce que vous avez patché S3 pour la dernière fois? Réponse, jamais, parce que depuis 14 ans, nous maintenons le service disponible pour vous. Donc S3, c'était déjà du serverless avant l'âge. Alors, ça, c'est les caractéristiques du serverless, mais quelle est la possibilité pour un business, pour un métier, pour une société d'utiliser du serverless? Et c'est là que je veux faire appel à Guillaume pour expliquer qu'est-ce que vous faites en serverless et qu'est-ce que le serverless vous a apporté, Guillaume? Donc là, moi, je vais expliquer ce qu'on a utilisé pour la réalisation d'une plateforme qui s'appelle NeoRéseau. Je vais diviser ça un peu en 3 parties. Une première partie où on va parler rapidement des outils qui ont été utilisés. Ensuite, vraiment du cas opérationnel, quels sont les besoins et ce que ça nous a apporté. Puis le retour d'expérience. Je pense on le fera surtout par des partages de questions parce que le retour d'expérience c'est toujours un peu difficile des différentes facettes. Donc nous on utilise du serverless depuis près de 10 ans, je dirais, si on prend les vieilles technologies type S3 ou autres, et puis de façon beaucoup plus forte depuis 3 ans, 3-4 ans. Notamment avec moi ce que je considère plus comme du serverless, je suis désolé, c'est la partie lambda qui est quand Mhm. même une chose très très forte. Donc aujourd'hui, Neo Réseau, donc la plateforme, c'est quoi? C'est une plateforme d'animation de réseaux commerciaux, permettre de déployer des actions commerciales et marketing au sein d'un réseau de franchisés, de marques, de magasins ou autres. Euh, c'est une plateforme, je dirais pour simplifier, c'est une plateforme de e-commerce réservée aux membres du réseau et qui avait des complexités assez fortes d'agilité, de collaboration, slide après, de fiabilité, d'évolutivité. Pourquoi est-elle un peu compliquée? Simplement parce que les produits ne sont pas les mêmes en fonction des utilisateurs, les prix ne sont pas les mêmes, il y a des marges qui ne sont pas forcément calculées de la même façon, on a des calculs de prix compliqués, notamment quand on a des poids importants, on a des complexités de commandes qui sont retardées pour arriver tout en même temps, regrouper les commandes pour diminuer les prix. Bref, c'est une application, je dirais, classique, un peu compliquée, mais bon, comme toutes, elles avaient le même problème que ce que tu exprimais au départ. Faites-moi ça rapidement, simplement, tout seul et sans que ça nous coûte. Alors, l'histoire de Néo Réseau, c'est au départ, on a commencé avec un site d'impression, hein. On a commencé avec un partenaire d'impression. On a créé la structure 1, 2, 3 Imprime, un site de e-commerce qui a bien réussi, puisqu'en 3 ans, on est parti de zéro et on est monté à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. On en a développé des idées de cette plateforme, Néo Réseau, et tout ça, ça a pu être fait seulement avec 4 développeurs. Je pense que c'est ça qui est vraiment très important, c'est cette capacité d'amener des outils vraiment performants pour aider à ne pas employer trop de DevOps ou autres par rapport à cette mise en œuvre. Alors, nous, l'architecture que nous avons choisie, celle qu'on aime bien, ça fait longtemps, mais elle est toujours un peu compliquée, c'est l'approche microservice. L'approche microservice, pour moi, c'est vraiment le serverless poussé à son paroxysme. Je ne vais pas décrire ce que c'est que l'approche microservice. En gros, vous la comprenez comme une approche un peu analytique où on décompose et on essaye d'avoir plein de petites entités qui interagissent entre elles. Euh, le, le, le problème de l'architecture microservice, c'est comme toutes les méthodologies, il y a des pour, il y a des contre. Un des gros problèmes de cette approche, c'est sa mise en œuvre, c'est sa mise en production. Et
Et pardon, il faudrait que tu passes à la suivante, voilà. C'est que le déploiement, la mise en œuvre opérationnelle peut complètement faire écrouler cette approche-là. On se retrouve avec énormément de microservices qui interagissent. Où est la fiabilité? Alors, je ne parle pas de l'aspect méthodologique, je parle vraiment de la partie mise en œuvre. Un service qui tombe, qu'est-ce qui se passe? Où sont les fallbacks? Comment peut-on faire? Comment peut-on rajouter facilement un système sans avoir à tout redéployer? Un autre point qui est très important dont on parlera, c'est l'aspect aussi trace debug. Quand on commence à avoir des centaines de microservices, où est-ce qu'on va chercher l'information? Alors si on sait, doit aller ouvrir tous les logs pour y arriver, ça n'a pas de possibilité. Et puis chacun des microservices non plus n'a pas forcément les mêmes besoins en capacité, en déploiement, en mise en œuvre. Donc c'est une partie qui a été à mon avis extrêmement compliquée pour la partie microservices et qui, grâce aux outils vraiment serverless, notamment ceux d'Amazon, je ne connais pas bien ceux des autres, hein, je parlerai de ceux d'Amazon, c'est pour ça que je suis là peut-être d'ailleurs, et où très clairement, il y a tout ce qu'il faut pour ne pas s'occuper de cette mise en œuvre. Donc sur notre architecture, notre solution, bien en gros, on est à 90% en serverless. Voilà, on a utilisé un certain nombre d'outils, je vais parler un petit peu de ces outils, et aujourd'hui l'objectif c'est de réduire au maximum, on ne peut pas tout réduire, mais on va réduire au maximum pour ne plus avoir aucune gestion interne de l'infrastructure, parce que ça nous prend du temps, et puis c'est pas notre savoir-faire. Je pense qu'il faut faire attention que les différents modèles d'informatique, différents types de savoir-faire. Le DevOps, c'est quand même quelque chose de particulier, c'est différent, on peut en faire. Quand on veut devenir très bon, ça devient compliqué. Alors, je vais vous parler donc des outils utilisés. Donc, nous utilisons depuis une dizaine d'années, je dirais, les outils classiques du serverless. S3 pour tout ce qui était les stockages, enfin ça je pense que les gens connaissent un petit peu, les load balancers, les stockages de données, et puis ce qui est un petit peu différent, mais API Gateway. Donc ça on l'utilise depuis une dizaine d'années, aucun problème. Par contre, on a vraiment développé l'approche microservice grâce à trois outils qui sont vraiment montés en puissance chez Amazon. Les lambda, hein, pour moi, qui sont vraiment le paroxysme du serverless et du microservice surtout, hein, la function as a service. Et puis, une autre fonctionnalité qui s'appelle Step Function, qui lui, quelque part, amène plus une notion de workflow, hein, de process, qui vient organiser l'organisateur de ces microservices, parce qu'il faut une orchestration de ces microservices. Et puis un autre outil dont on parle peu, mais qui s'appelle X-Ray sur Amazon, et qui va nous permettre justement de remonter toutes les traces, d'avoir toute la traçabilité dans l'appel des différentes fonctions, notamment sur Step Function. Sachant qu'en plus, bon, on utilise aussi beaucoup l'aspect asynchrone, notamment qui est offert par les step functions, hein. Le lambda, c'est un appel synchrone, on récupère des résultats tout de suite. Quand on a des process, on est forcément asynchrone. Lambda peut être un peu asynchrone, mais avec les step functions, on l'est très facilement. Et là, suivre les traces, ça devient très compliqué parce qu'il y a vraiment des décalages. Donc là, ce sont trois outils qui ont pour nous été la clé de la réussite, c'est-à-dire que mettre en place une architecture microservice sans ces outils-là, je ne m'en sentais pas capable il y a 3 ans, bien qu'on utilise les lambda depuis longtemps, mais de façon très simplifiée. Deux autres outils qui sont absolument complémentaires dans et indispensables pour cette mise en œuvre, c'est un outil qui s'appelle Terraform, qui permet justement de générer, ou plutôt de décrire toutes les ressources dont on a besoin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a regardé notre API, on a une centaine de microservices, ce qui veut dire à peu près plusieurs centaines de ressources applicatives sur AWS. Si vous n'avez pas un outil pour les gérer, c'est pas la peine, hein. C'est pas avec la console que vous allez pouvoir gérer toutes vos API, tous vos systèmes. Et puis un autre outil qu'on a développé, donc qui s'appelle Coworks, qui est un framework qui est sur GitHub, un framework microservice reposant sur justement les technologies d'AWS, Calis et autres, et qui permet de générer automatiquement notamment tous les Terraform, toute la structure de déploiement qui va se mettre en œuvre pour pouvoir réaliser le système. Alors, je passais au soin. Je voudrais maintenant rentrer rapidement dans les bénéfices, bénéfices concrets d'un retour d'expérience, de 3 ans d'expérience maintenant d'usage de cette plateforme avec un certain nombre de clients et de sa mise en œuvre. L'ordre dans lequel je présente n'a pas beaucoup d'importance parce que chacun y met le critère qu'il a envie de retrouver. Le premier point, c'est l'évolutivité. C'est assez lié aussi aux microservices, très modulaire. On rajoute, on enlève, on déploie. C'est vraiment du déclaratif. Je mets une nouvelle fonction, je mets une nouvelle fonctionnalité, je mets un nouveau workflow qui orchestre tout ça et je ne me gère absolument pas le déploiement et la mise en œuvre. L'aspect fiabilité,
j'ai beaucoup plus confiance dans les capacités d'Amazon de gérer l'infrastructure que moi-même. Peut-être plus de confiance dans mon équipe, mais en tout cas moi-même c'est sûr que non. Donc très clairement, les outils d'Amazon pour le déploiement sont d'une fiabilité sans comparaison. Au niveau de la sécurité, bah, c'est pareil, à partir du moment où moi je ne gère rien et que c'est Amazon qui s'occupe de faire tourner mes fonctions, faire tourner mes process, je ne suis pas, c'est pas moi qui suis hacké au cas où ce serait Amazon qui sera hacké. Là, je suis tranquille, je peux vraiment dormir sur mes deux oreilles. Enfin, en tout cas, c'est quand même plus difficile d'attaquer Amazon que de faire du DDoS sur mes serveurs. Et enfin, le dernier point, qui est un point corollaire et qui regroupe tout ça, ce sont les coûts globaux. On parlait bien sûr du paiement à l'usage. On a beaucoup de microservices, plusieurs centaines de microservices, plusieurs centaines de lambda, enfin un certain nombre de ressources. Heureusement qu'on ne les paye que quand on les utilise, parce que sinon ça nous coûterait très cher. On a aussi un autre aspect qui est très important, c'est qu'on n'a pas énormément de ressources à utiliser en déploiement, en développement, en DevOps, pardon, un terme que les gens aiment bien utiliser en ce moment. Et donc, on peut vraiment se focaliser sur les fonctionnalités, sur le code, sur l'incrémentalité. Et ça, c'est vraiment le point le plus important pour nous. Voilà, j'ai été un peu rapide, mais je crois qu'on voulait laisser un peu de temps pour les questions. Puis, encore une démo. Ouais, non, mais il y a un truc que tu dis qui m'interpelle et qui interpelle beaucoup des clients quand on en parle également, c'est de dire, voilà, vous avez un savoir-faire métier, vous avez des développeurs qui se concentrent sur des fonctions métiers, et finalement, l'infrastructure, bah, c'est la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas de valeur ajoutée à gérer des machines Linux ou Windows, à les patcher, à les maintenir up, et donc ça, le Il y a même serverless beaucoup de vous pertes permet. à faire si on le fait mal. C'est même plutôt dans le sens que je le prendrais. En plus, oui, vous prenez un risque en faisant ça. Et donc, le serverless vous permet finalement de vous concentrer sur la valeur ajoutée et pas sur ce que moi j'appelle la plomberie informatique, qui, elle, est prise en charge par AWS. Et donc, c'est là un des messages que tu as passé que je retiens. Ouais, j'indique à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui qu'on est en direct, évidemment, et qu'on a timé, on a mesuré le contenu sur 30-35 minutes de manière à laisser de la place à vos questions. Et donc, d'ici 10 minutes, on va commencer à prendre des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Dans l'interface de GoToWebinar, en bas à droite, quelque part, il y a un onglet questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions là. On les lira et on répondra en direct à vos questions d'ici quelques minutes. Mais avant ça, comme Guillaume l'a dit, je voulais vous montrer aussi une démo. Les gens qui me connaissent savent que je suis plutôt technique et les mains sur le clavier. Donc, je voulais vous montrer c'est quoi vraiment de déployer une application serverless. Et donc, en 10 minutes, je vais construire une page web. OK, elle est super simple. Il y a 3 champs, un nom, un prénom, un nom, un email et un message, et un bouton envoyer le message. On peut imaginer que ça soit une page de contactez-nous, par exemple, sur un serveur web. Et donc, il va y avoir une API qui va recevoir un appel HTTP REST, POST, avec les 3 données qui viennent de l'interface web, et stocker cela dans une base de données NoSQL. J'utilise Amazon DynamoDB ici. Évidemment, je ne veux pas que l'API soit publiquement accessible à tout le monde. Et donc, je veux que uniquement les utilisateurs authentifiés dans mon application aient le droit de poster sur l'API. Donc, c'est pour ça que vous voyez Cognito là-bas en haut. Cognito, c'est un service serverless qui gère les identités des utilisateurs. Donc, il gère les profils utilisateurs, username, password, et vous permet de vous authentifier, de vous déconnecter, donc login, logout. Vous permet de faire un sign-up, donc de créer un compte, de vérifier ce compte, faire du sign-up avec de l'authentification multifacteur. Tout ça sans que vous ayez rien à développer. Ce sont juste des API que vous pouvez appeler. S3 ne sera pas utilisé dans la démo. J'ai été paresseux, j'ai repris un diagramme d'une autre démo. Donc, dans ce cas-ci, S3 n'est pas utilisé, mais Guillaume en a parlé avant. S3 est un service de stockage qui permet de stocker et d'archiver vos fichiers. Alors, allons-y pour la démo. J'ouvre un terminal et je pars dans un terminal. Ici, je vais créer une application web vraiment from scratch. J'ai choisi React parce que c'est facile. Et donc, la première chose à faire, c'est npx create React app, et ça crée une application. Je vais voir ce qui a été créé là et je rajoute, juste pour faire joli, Bootstrap et React Bootstrap. Ce sont des style sheets. C'est un projet Twitter open source qui permet de faire des jolies applications web pour les gens comme moi qui ne sont pas du tout designers graphiques. J'ai un projet qui a été créé.
Il y a un petit serveur de développement avec React, je le démarre, on peut regarder le serveur, il y a index.html, il n'est pas encore démarré là, et pour que Bootstrap fonctionne, je dois aller rajouter un lien dans Bootstrap, dans l'index.html pour télécharger les style sheets. J'oublie toujours la valeur de ce lien, donc je vais le pêcher sur le site web de Bootstrap, je fais simplement un copier-coller. J'aurais pu vous cacher cette partie de la démo parce qu'elle n'est pas relevante au serverless, mais juste pour vous montrer que c'est vraiment construit from scratch devant vous. La seule chose où je triche, c'est une vidéo, vous voyez là maintenant. C'est pour ça que ça va un peu vite et que je tape très vite. Dans la réalité, je ne tape pas aussi vite que ça. Voilà, mon application est démarrée. Maintenant, on va la cloudifier. On va rajouter des services cloud. Et j'utilise un outil en ligne de commande qui s'appelle Amplify pour faire ça. Donc, Amplify va créer des services serverless dans le cloud pour moi. La première chose à faire dans un projet, c'est Amplify init. On donne le nom de l'application, l'IDE, le langage, la plateforme, etc. Et il crée 2-3 rôles IAM avec des permissions. Il crée un bucket S3 également où il va mettre les artefacts de mon produit. Donc ça prend 1 minute ou 2. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo parce que voilà, je voulais que ça tienne en 10 minutes. Et donc j'ai accéléré un peu le mouvement. Une fois qu'on a fait ça, l'autre partie d'Amplify, ce sont des librairies que je peux utiliser dans mon application. Il y a des librairies pour React, pour Angular, pour Vue, pour Ionic, mais aussi pour iOS, pour Android, pour Flutter, etc. Et donc j'installe ces librairies. Hier, il y avait un petit glitch de version, donc je vais faire moins force pour avoir ça. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais aller modifier mon code React. Alors, on peut enlever les trucs qui ont été générés par défaut. Et la première chose à faire, je vais importer les éléments de mon interface graphique, un container, un bouton, un formulaire, etc. Je vais définir l'état de mon application, un nom, un email, un message, et faire une fonction qui permet de modifier cet état. Ensuite, je crée l'interface utilisateur. Je vous ai dit, dans la réalité, je ne tape pas aussi vite que ça. J'ai accéléré la vidéo ici pour que ça tienne en 10 minutes. Puis, il n'y a rien de passionnant à regarder quelqu'un taper de l'HTML. Mais globalement, je crée un groupe de formulaires avec 3 champs. Un champ nom, un champ email et un champ message qui va chaque fois changer l'état de mon application et qui, sur le on-click, va appeler cette méthode @contact qui, pour le moment, ne va rien faire. On va juste dire, OK, on va juste mettre un message. On regarde si ça marche pas, il y a une parenthèse en trop, on enlève la parenthèse et voilà, ça marche, on a le formulaire web. Et il n'est pas encore connecté à le cloud, il n'y a pas encore de service créé dans le cloud et donc ça c'est l'étape suivante. Donc l'étape suivante, on va demander à Amplify de nous rajouter un serveur d'authentification. Amplify add auth. Je prends la configuration par défaut, je dis que les gens doivent s'authentifier avec un username, les clients, et rien d'autre. Donc là, Amplify va générer des fichiers de config en local, et puis plus tard, quand je vais faire un Amplify push, il va créer vraiment cette config dans le cloud. L'autre chose que j'ai besoin, c'est du stockage, et je vais utiliser une base de données NoSQL. Alors, il me demande le nom de la table, et il me demande les colonnes. Je sais que c'est un peu bizarre de parler colonnes quand on parle NoSQL, mais ici, j'ai besoin de 4 colonnes, un ID qui sera unique et caché à l'utilisateur, et puis les 3 données que je veux stocker, le nom, qui est une chaîne de caractères, l'email, qui est une chaîne de caractères, et le message, qui est une chaîne de caractères. Donc, je réponds à ces questions de façon interactive en ligne de commande. Tout ce que je fais là, j'aurais pu le faire dans la console. Hein. C'est beaucoup plus compliqué et plus long dans la console. Il y a plus d'options à choisir. Amplify m'aide en canalisant sur les options qui ont du choix, qui ont du sens par défaut pour la plupart des projets. Donc j'ai ma base de données, j'ai mon système d'authentification. Le dernier point, c'est créer une API. Donc add API, j'ai le choix entre GraphQL et REST. Ici, je vais rester sur REST. Je donne le pass /contact. Et il faut quelque chose qui implémente cette API. Et donc ici, je choisis de créer une fonction lambda, donc une fonction qui va être exécutée dans le code quand l'API sera appelée. Je donne un nom à cette fonction. Je peux choisir entre Go et différents langages de programmation. Ici, j'ai choisi Node.js Express. Et je dis que cette fonction, elle va accéder à d'autres services qui ont été créés dans mon projet. Mon service de stockage, elle pourra faire un create et un read. Donc ça va donner les permissions à la fonction d'écrire dans ma base de données. 2-3 autres petites fonctions, questions, rien d'important. Est-ce que je veux restreindre l'accès à cette API? Oui, ça c'est important. Uniquement les utilisateurs authentifiés pourront faire un create ou un read sur les données de cette API. Maintenant que j'ai tout défini en local, je tape Amplify push
Et Amplify Push, ça va exécuter, ça va créer tous ces services dans le cloud, donc un service de stockage, une base de données, une fonction lambda, une API et un service d'authentification. Tout ça en serverless, il n'y a pas une instance de virtual machine avec Linux ou Windows qui est démarrée, en tout cas pas sur votre compte et vous ne les voyez pas. En réalité, cette phase-là prend 4-5 minutes. Et donc pendant ce temps-là, je vais modifier mon code, je vais rajouter les librairies Amplify dans mon code. Amplify génère un fichier de config également qui contient toutes les URL, les adresses des services qu'il a créés pour moi dans le cloud. Donc c'est pas moi qui dois lui donner ça. Pour appeler l'API depuis ma fonction addContact, je donne le name, email et message, et puis j'appelle une fonction Amplify API.post sur /contact. Et c'est tout ce que je dois faire. API post sur /contact. Et on voit que quand je rafraîchis ma page, là j'ai un écran de login qui a été rajouté automatiquement par Amplify également. Je peux créer le mien si j'ai envie, mais bon, ici c'était pas le point, je voulais aller rapidement, donc j'utilise le composant graphique d'Amplify. L'étape suivante, c'est de changer la fonction lambda. Il y a une fonction lambda qui va répondre aux appels d'API qui ont été faits. C'est une fonction qui, par défaut, ne fait que renvoyer un message qui dit success, que ce soit un get, un post ou un put. Donc, j'efface le code qui a été généré par défaut. Et je vais rajouter juste une fonction qui répond au post sur /contact et qui va appeler le client DynamoDB. Donc, je définis un client DynamoDB qui est fourni par le SDK AWS qui est déjà présent sur Lambda, je ne dois pas l'importer. Et puis, je définis cette fonction appPost sur /contact pour appeler DynamoDB. Je donne le nom de la table qui est passée en variable d'environnement, les 3 éléments que j'ai reçus dans ma requête, et puis j'appelle la fonction dbClientPut, donc c'est l'API DynamoDB finalement, qui va écrire, et je traite l'erreur simplement en disant, voilà, si je retourne success contact created ou une erreur s'il y a une erreur a été passée. Alors pour que ce code, qui pour le moment est sur mon laptop, arrive dans le cloud, je refais un Amplify push. Donc ça va mettre à jour la fonction lambda qui a été créée déjà dans le cloud, de manière à prendre la mise à jour que je viens de faire dans le code sur mon laptop. Alors ce déploiement-là, il va beaucoup plus vite, il prend quelques secondes. Et on peut aller voir dans la console de lambda qu'il y a bien une fonction qui a été créée. Si je cherche form app, je trouve la fonction. Et dans la console de Lambda, on voit le code de la fonction. Alors là, c'est index.js, mais si on va voir sur app.js, on verra que c'est la fonction originale. Donc là, à ce moment-là, elle n'a pas encore été mise à jour, mais il suffit d'attendre que la ligne de commande la termine et la fonction aura été mise à jour avec le nouveau code. Pendant ce temps-là, je profite de mon interface graphique pour créer un compte sur Cognito. Donc, je donne mon nom, mon password, une adresse email, un numéro de téléphone. Cognito automatiquement envoie un code de vérification sur mon adresse email. J'ai programmé 0 ligne de code pour faire ça. Je rentre le code et j'ai accès à mon application. Alors, je prends l'application avec la vue réseau pour que vous puissiez voir ce qui se passe au niveau réseau. Je rentre un nom, un email, et on voit effectivement qu'il y a un appel à l'API qui a été fait et qui renvoie 200. Ici, on va regarder la réponse vraiment qui est revenue de l'API. On voit ici en bas à droite, c'est tout petit, désolé, Success Contact Created. Si je vais dans la console de DynamoDB et que je vais voir dans les tables DynamoDB, j'en ai quelques-unes sur mon compte, mais on voit qu'il y a une table qui s'appelle Form App Dev qui a été créée. Et dans cette table, il y a bien le Please Call Me avec mon adresse email et mon nom qui a été créé. Donc les données sont bien arrivées dans la table DynamoDB. Et donc, en trichant un peu, en accélérant la vidéo, en 10 minutes montre en main, en réalité, ça m'a pris quoi, 1 heure, parce que je tape un peu avec 2 mains gauches, parce que évidemment, comme tout le monde, je fais des erreurs de syntaxe. Tiens, il y a un truc qui ne marche pas, pourquoi, etc. Je ne suis pas un surhomme, je ne crée pas du code correct dès le premier jet, même du code comme ça. Mais c'est pour vous montrer que ouais, en moins d'1 heure, on crée une application sans toucher à la console. Là, j'étais dans la console pour vous montrer le résultat de l'application de façon visuelle. Mais sinon, avec Amplify, je peux piloter mon infrastructure cloud depuis mon laptop sans comprendre et sans avoir besoin de connaître toutes les options. Amplify, c'est ce qu'on appelle un framework opinionated en anglais, donc il y a une opinion qui vous guide dans la bonne direction. Vous n'avez qu'à vous laisser guider par le framework. Un autre point important des architectures serverless, et on n'en a pas encore parlé jusqu'à présent, c'est l'analytique des données. Il y a de plus en plus de clients
qui ingèrent des données de différentes sources et puis qui doivent cataloguer ces données, qui doivent contrôler la sécurité d'accès à ces données et puis qui doivent brancher dessus des outils d'analyse, de BI. Ça peut être notre QuickSight chez Amazon, ça peut être d'autres solutions d'analytique pour présenter les données aux utilisateurs. Et traditionnellement, le domaine de l'analytique, ça consommait beaucoup de gros serveurs, beaucoup de stockage, etc. Maintenant, avec Amazon S3, avec des services comme Lake4mation, il y a moyen de créer des infrastructures serverless pour la collecte, l'analyse de vos données dans le cloud. Voilà, on a tenu parole, une demi-heure de contenu pour 1 heure de webinaire pour pouvoir justement vous laisser la place à vos questions et démarrer la conversation et rendre ce webinaire un peu interactif et que ça ne soit pas encore un webinaire où vous regardez des vidéos pendant 45 minutes. Donc si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à poser des questions. Et moi j'ai une première question pour toi Guillaume. Ta caméra s'est figée pour moi, je ne sais pas si c'est pour tout le monde ou juste pour moi, mais j'ai une première question, Guillaume. Tu disais que dans l'architecture, votre architecture actuelle, vous avez 90% en serverless. Quels sont les bloqueurs pour aller au-delà, pour pousser à 100% serverless? Quels sont les freins finalement? Alors, il y a plusieurs freins. D'abord, il y a du legacy, des choses qui tournent actuellement et qu'on n'a pas forcément envie de porter sur des nouvelles technologies ou des langages qui ne sont pas supportés par différents services. On a des applications de type, par exemple, on a un ERP qu'on intègre qui s'appelle Odoo. Je n'ai pas encore essayé de faire tourner Odoo sur une lambda, je ne suis pas sûr que ça marcherait, donc il n'y a pas encore ce genre de choses. On a aussi d'autres applicatifs, on a des serveurs qui servent à des applications de gestion d'images. On a un outil ESCO qui permet de gérer, faire des manipulations d'images. Bon, là, il nécessite obligatoirement par l'infrastructure un serveur, je n'ai pas le choix, donc tout n'est pas encore facilement mis en SaaS. On en a un autre qu'on utilise qui est comme ça, mais qui peut être mis en SaaS, qui s'appelle Customer Canva. Donc, c'est en train de passer, mais tout n'est pas fait directement. Et puis, il y a aussi quand même quelques limites sur, je dirais, l'aspect calculatoire. Je veux dire, les lambda ont des limites en taille, en mémoire et autres, qui fait que temps d'exécution. en temps d'exécution ou autre, il y a eu énormément de progrès là, depuis 3 ans sur les lambda. Avant, on avait le droit qu'à 30 secondes de temps de time-out. On est maintenant à 15 minutes. On avait donc en BI, parfois, ça prend plus de 30 secondes pour calculer un rapport. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui prennent du temps. On est limité un peu aussi en taille de mémoire. On est à 3 gigas maintenant, mais on était beaucoup plus petit avant en taille de mémoire vive. On est encore limité sur différents éléments. Donc voilà, il y a différents freins qui sont que, en fait, puis je ne sais pas si j'aurais envie d'être complètement à 100% en serverless aussi. Il faut peut-être garder un petit peu d'abord parce que ça va trop vite pour moi. Et puis non, mais simplement parce que comme toute techno, il y a toujours du pour et du contre. Donc je pense que c'est toujours un mixte, qu'on aura un petit peu des deux. Surtout si on a du on-premise, c'est-à-dire qu'on a quand même quelques serveurs chez soi pour d'autres raisons qui ont tout à fait lieu d'être. J'entends bien la réponse. Et donc, le mix dû à un historique, dû à des packages, à des solutions logicielles qu'on achète, et puis encore parfois des limitations des plateformes serverless ou des outils serverless. Une question de Jean-Baptiste qui dit: merci pour ce retour d'expérience. Guillaume, pourquoi vous avez utilisé Terraform plutôt que CloudFormation? Très Parce bonne que le question. nom me plaisait plus. Non, j'en sais rien. Je pense que moi, je n'arrive pas à lire CloudFormation. C'est beaucoup trop verbeux, c'est beaucoup trop compliqué. Je crois beaucoup plus que Terraform est une approche beaucoup plus intéressante. Nous, on l'utilise en plus sur Terraform.io, donc on le fait à distance. On est en train de le passer complètement en intégration continue. Voilà. Alors nous, ce qui se passe, c'est que on utilise le framework Coworks qui va générer automatiquement, à partir de templates, qui va générer automatiquement des fichiers Terraform. Là aussi, c'est important, c'est-à-dire qu'on a la création dynamique, je dirais, enfin, à chaque fois que le code est changé, on a la création de toute l'infrastructure de déploiement qui peut être mise en œuvre. Terraform est un peu lent, moi, c'est le reproche que je ferais, mais je le trouve beaucoup plus lisible et maintenable que CloudFormation. Parfois, en Si j'ai plus, répondu à la question. ils sortent des supports, ils supportent des nouveaux services AWS avant même que CloudFormation le supporte. Pour ceux qui ne connaissent pas, juste un petit récap, Terraform, donc c'est un outil qui permet d'écrire son infrastructure sous forme de code avec un langage spécifique, on appelle ça un domain specific language. On décrit son infrastructure et Terraform va créer l'infrastructure dans le cloud pour vous. CloudFormation, c'est la même chose, mais ça vient d'AWS. Il utilise le format JSON d'abord,
YAML maintenant, qui est quand même un peu plus flexible. Voilà, mais ce sont des outils qui servent à faire la même chose, donc utilisez celui qui convient le mieux pour vous. Terraform a peut-être l'avantage pour certains clients d'être multi-cloud provider également, tandis que CloudFormation est uniquement sur AWS. Je prends les Tout à questions fait. dans l'ordre où elles arrivent, donc ne vous vexez pas si je prends 3 questions de Jean-Baptiste d'un coup et puis je passerai aux autres questions juste après. Mais je m'assurerai que je garde un œil sur l'horloge de manière à ce qu'on puisse répondre à toutes les questions. Autre question, vous utilisez des services tiers pour le monitoring et le troubleshooting. Est-ce que vous utilisez des services tiers comme New Relic, comme Sumo-Logic ou autre pour le monitoring? New Relic, on l'utilisait avant, on l'utilise plus. On a peu de problèmes de performance, donc c'est pas vraiment le sujet sur lequel on a travaillé beaucoup. On utilise encore, par contre, Sentry pour remonter les problèmes d'erreur et de bugs. Je dirais que avec Sentry, qui en plus a un SDK qui est adapté au lambda et qui peut être déployé automatiquement, justement, notamment avec X-Ray, on a tout ce qu'il nous faut par rapport à ça. Donc, mais je dois dire que on n'est pas dans le problème de monitoring vraiment de performance. Nous, on était beaucoup plus dans un besoin d'agilité, de déploiement rapide, de création de nouvelles fonctionnalités. On n'est pas dans des problématiques d'optimisation. On est en Python, donc on n'a pas un langage non plus très rapide. Je veux dire, le défaut de Python, c'est pas forcément d'être très très efficace. Donc voilà, c'est pour cette raison-là qu'on n'utilise pas d'autre chose que Sentry. D'accord. Question Je sur sais pas si j'ai Amplify. répondu, je sais pas si les gens peuvent dire si on a répondu ou pas et mettre d'autres questions si jamais j'ai pas Oui, répondu. Je ferai exactement. plaisir de Si vous pensez que la réponse a besoin d'explications complémentaires, repostez une question à la suite et je descendrai dans la liste de questions. Question sur Amplify. Amplify permet actuellement d'utiliser GraphQL ou REST pour les API. Est-il prévu de supporter gRPC dans le futur? On a une longue tradition chez Amazon de ne pas parler de nos roadmaps et du futur, mais Amplify est développé en open source, donc vous pouvez toujours aller sur le site GitHub Amplify et relever l'issue là, marquer l'issue pour marquer votre intérêt et dire pourquoi ça serait intéressant. Ça permet aux équipes services de connaître quelles sont les demandes des clients et le roadmap se fait en priorité en fonction des demandes des clients. Donc, il y a beaucoup de clients qui demandent la même chose. C'est un élément qui sera haut dans la priorité. Donc, donnez-nous notre feedback. Voilà, allez créer une issue sur GitHub, expliquer le pourquoi du comment vous pensez qu'Amplify devrait supporter gRPC. Au sujet de gRPC, on vient de rajouter, je crois que c'est la semaine passée, le support gRPC sur les load balancers. Donc maintenant, les load balancers, les ALB, les application load balancers, peuvent load balancer sur le protocole gRPC également. C'est tout nouveau. Allez voir dans les news blogs d'AWS pour le détail. Alors, je lis les questions au fur et à mesure. Bonjour Sébastien, merci pour cet exemple. Je vous en prie, Marc. Concernant l'accès à l'ADB, là où vous nous avez présenté DynamoDB, est-ce que pour un Aurora MySQL, ça serait la même chose via Amplify? Alors, c'est vrai que pour ma démo, j'ai fait le choix d'utiliser DynamoDB parce qu'il est intégré à Amplify. Donc Amplify va me créer la table et va créer la permission et l'attacher à Lambda qui permet à la fonction Lambda d'aller écrire dans la table. Si j'avais choisi MySQL, que ce soit avec Aurora d'ailleurs ou RDS qui n'est pas serverless au sens où je l'ai défini avant, ça aurait demandé un poil plus de code parce qu'Amplify ne connaît pas RDS, donc il n'aurait pas créé la base de données pour moi et j'aurais dû créer la politique, la permission IAM qui permet à Lambda de me connecter, éventuellement même passer par des VPC si c'est RDS. Donc c'est un poil plus compliqué, c'est pas impossible. Le framework est ouvert, donc on peut quand même aller modifier ce qu'il a généré par défaut, mais c'était pas possible dans une démo en 10 minutes comme cela. J'ai peut-être une question pour toi, Guillaume, qui est liée à ça. C'est si les fonctions lambda, par définition, elles sont éphémères, donc on démarre un container, on exécute la fonction lambda, et puis le container, il est arrêté éventuellement s'il n'y a personne qui l'appelle. Si une fonction lambda appelle des bases de données relationnelles classiques comme vous le faites, dans une base de données relationnelle classique, il y a une connexion TCP qui traditionnellement reste ouverte sur la longueur, sauf qu'ici le container, on le tue. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on active le container, ça fait des connexions TCP, TLS souvent, vers la base de données. Est-ce que c'est quelque chose qui vous impacte, qui vous pénalise, ou vous êtes content comme ça et vous n'avez jamais
observé de problème Non, avec comme je ça. te disais, on n'est pas vraiment dans les performances. Si on a un peu des problèmes de perf par rapport à ça, mais bon, comme tu le disais, c'est juste au démarrage. Donc, si la lambda est suffisamment plus utilisée, on le fait à la première requête en fait, hein. C'est un first activation que ce truc-là est fait. Et donc, finalement, ça ne nous coûte pas trop cher parce que le changement de lambda et de conteneur ne se fait pas si souvent que ça sur des processus qui sont appelés suffisamment régulièrement. Mais D'accord. c'est partie des contraintes qui peuvent être importantes parce qu'il faudrait créer un pool à ce moment-là et il faut gérer de façon différente par rapport à ça. Ouais, effectivement, c'est quelque chose à garder à l'œil Oui, quand on a un mode connexion qui est hérité de l'époque où on avait totalement. des application servers et qu'on met ça dans des containers éphémères, faut y penser. Question de Jean-Baptiste de nouveau, les lambdas deviennent coûteuses pour des traitements longs et nécessitant beaucoup de ressources. N'est-il pas plus avantageux dans ce cas d'utiliser EC2 avec un autoscaling group? Je te laisse répondre d'abord. Moi, j'ai quelques petites choses à dire aussi, mais Moi, je suis vous assez avez d'accord. certainement Je suis déjà assez posé la d'accord. Je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que moi, je l'utilise pour les microservices et qu'à partir du moment où quand ça commence à être trop long et autres, il faut utiliser d'autres technologies et d'autres mécanismes. Donc là, je suis à 100% d'accord. Et c'est question. pour ça qu'on ne peut pas être à 100% non plus, je dirais, serverless d'une certaine façon, tant qu'il n'y aura pas des ressources qui seront dans cette logique-là. Mais c'est tout à fait ça. Oui, en fait, la différence de pricing, c'est Lambda, on paye à l'invocation plus le temps où ça tourne. Donc, effectivement, si ça tourne longtemps, ben, on paye plus cher. Tandis que C2, on paye le temps où ça tourne, même si c'est pas invoqué. On paye à l'heure. Donc, il y a un espèce de ratio. Il faut faire le calcul vous-même et ça dépend vraiment de votre use case, du type de machine que vous allez utiliser, du type de fonction Lambda que vous allez utiliser aussi. Et dire quel est le point de basculement où Lambda coûte finalement plus cher qu'une EC2 qui tourne 24 sur 24, 7 jours sur 7, ou même si vous l'arrêtez la nuit, etc. Il y a moyen d'optimiser un peu vos EC2. Ça dépend vraiment des applications, ça dépend vraiment du comportement de vos clients, quel est le pattern d'appel, est-ce que ce sont des appels continus toute la journée, ou est-ce que c'est un pic à certaines heures, comme des batchs qui travaillent la nuit par exemple. Donc il n'y a pas de réponse générique malheureusement à cette question, ça dépend. C'est une réponse que je donne souvent, mais j'aime pas la donner. Ça dépend. Et donc, vous devez voir vous-même quel est le point d'inflexion, quel est le point où ça deviendrait plus intéressant de tourner sur EC2. Juste à ce Je réponds à sujet-là, ça, juste un oui, point, vas-y. pardon, je réponds à ça, c'est que quand on travaille avec Amazon, il faut quand même bien surveiller tous les mois ce qui se passe parce que sinon il y a des choses qui, Mhm. voilà, dès qu'on respire quand même Amazon, voilà, c'est pas forcément le moins cher. Il y a beaucoup d'autres services qui sont, mais il faut quand même surveiller et notamment faire attention avec les développeurs qui n'utilisent pas n'importe quelle ressource à n'importe quel moment parce que là, ça peut très très vite augmenter la facture. Il y a des outils qui vous permettent de suivre l'évolution de la Et voilà, facture heure par heure dans le Cost Explorer. Il y a aussi voilà, moyen de il mettre faut le des faire ça, ça. alarmes CloudWatch à différents Exactement. niveaux. Moi, sur mon compte personnel, j'ai une alarme à 5 dollars, à 10 dollars, parce que je vais être certain de ne pas avoir démarré un truc et puis oublier de le couper après. Alors, évidemment, en fonction de vos entreprises, vous mettez les seuils d'alerte là où vous voulez, mais faites ça, s'il vous plaît. Ça prend 15 secondes à faire et au moins, vous recevrez un email si jamais vous commencez à dépenser un peu plus. Il y a AWS Budget aussi qui vous permet de planifier un peu mieux vos budgets, de recevoir des alarmes. Donc, allez regarder de ce côté-là. Bonne remarque pour le coût. Pour la performance des fonctions lambda, je voudrais attirer l'attention sur, on a combien de temps encore? Un quart d'heure, c'est bon. Sur un outil d'un de mes collègues italiens qui s'appelle Alex Casalboni, qui a développé un outil en open source sur GitHub qui s'appelle Lambda Power Tuning ou Performance Tuning, facile à trouver sur GitHub, qui va prendre votre fonction lambda et puis l'exécuter sous différentes configurations de mémoire et de CPU pour trouver quelle est la configuration qui coûte la moins cher. Parce que c'est un peu contre-intuitif, mais des fonctions lambda, comme on paye au temps d'exécution, prendre un container plus gros qui a plus de mémoire et plus de CPU, ça réduit le temps d'exécution. Et donc, même si on paye ce container à l'heure un peu plus cher, enfin à l'heure, à l'invocation un peu plus cher ou à la milliseconde un peu plus cher, eh bien, au final, ça peut coûter moins cher. Et donc, il va tester les différentes possibilités et vous donner un rapport en disant, voilà, pour cette fonction-là, c'est ce type de container-là qui vous coûtera le moins cher. Donc, allez regarder sur GitHub le GitHub Lambda Performance Tuning. Vous avez évoqué la BI. Avez-vous utilisé des services serverless aussi pour cette partie-là, Guillaume? Alors, pour moi qui évoquais la BI, c'est toi. Moi, C'est moi je qui l'ai fais un peu de utilisé, mais BI, mais voilà, non, je peux pas dire qu'on utilise vraiment de la BI, notamment sur la partie. En plus, la BI, il y a une différence entre le moment où on va concevoir le modèle et après on va l'utiliser. Donc, les besoins des ressources sont pas les mêmes forcément. Je suis pas un expert de BI, mais je préfère justement ne rien dire par rapport à ça. Non, on l'utilise pas mal, par contre, pour les remontées de reports, de reporting, pour des choses qui sont, je dirais, déjà analysées et sur lesquelles on veut juste montrer des résultats et les diffuser automatiquement ou les faire de certaines fréquences ou en fonction des profils, ou en fonction des alertes, ou tout ça. Donc tout ce qui est plutôt le workflow associé à la BI est vraiment utile.
Je pense que l'analyse elle-même sur des data lakes est totalement possible. Je ne suis pas sûr que vu les calculs que ça prend, que ce sera le moins cher. C'était la remarque d'avant et c'est assez vrai. Par contre, je pense que pour l'usage, une fois que certaines analyses ont été faites, l'utilisation de services serverless qui vont permettre je dirais, de mettre en production des outils de suivi de performance. Je parlerai plus peut-être de suivi. Et ben là, je trouve que c'est parfaitement adapté. Merci Guillaume. Question de Ronald pour l'intégration continue. Est-ce que vous utilisez Jenkins ou des outils CI/CD d'AWS? Alors, on n'est pas très très bon là-dessus. On l'utilise pour ce qu'on fait sur le GitHub. On est peu de développeurs, donc ils ont obligation normalement de tester et de faire un jeu de test. Ça fait partie de tous les éléments qu'on aimerait que tout ça soit automatique. Non, on n'utilise pas ces genres d'outils. On l'utilise pour notre framework, pas pour notre dev. C'est pas bien, j'en ai honte, mais on peut pas être bon partout. Là, j'ai un truc à dire aussi. Bon, Jenkins est probablement le standard du marché en matière de CI, en tout cas pas nécessairement de déploiement, mais il nécessite d'avoir une instance EC2, de la maintenir, de la monitorer, de la scaler, etc. Là où vous allez trouver en serverless également des outils de build comme Code Build, de déploiement, comme Code Deploy, des services d'orchestration, Code Pipeline, et l'ensemble de ces trois services-là font Il y a les services online aussi, hein. Il y a les services online de Jenkins, mais bon. un remplacement de Jenkins. Alors oui, Jenkins a des services online et puis GitHub a aussi le concept d'action maintenant, donc il y a aussi moyen de faire Pipeline sur Bitbucket. On a utilisé aussi Pipeline, nous, sur Bitbucket. du CI sur GitHub et sur Gitbucket. Donc là, vous avez quand même pas mal de choix. Question de Simon, y a-t-il une limitation avec le développement d'une plateforme orientée serverless, coût, performance, qui amène à basculer vers une solution orientée microservice lorsqu'elle devient conséquente? On a Là, déjà, il je faut avoir pense, répondu. beaucoup d'expérience là-dessus. Je sais pas ce que c'est compliqué. Je pense qu'on est un petit peu répondu. Je pense que si on veut aller sur le microservice, c'est du coût indirect qu'il faut regarder, non pas du coût direct. C'est pas tant le coût finalement de l'infrastructure, mais beaucoup plus de la flexibilité, de l'évolutivité, de la fiabilité, hein. Je veux dire, quand on a aussi un gros système, il n'y a qu'une partie qui lâche, c'est pas tout le système. Euh, Moi, je pense que c'est plus un coût global qu'il faut prendre. Et voilà, c'est juste ma remarque que je voudrais apporter, plus que le coût effectif de l'infrastructure. De la solution. Question de Simon Ouais. également, y a-t-il un bon moyen d'implémenter une solution hybride, à la fois microservice et serverless? Et là, j'ai envie de répondre que c'est pas antinomique. On peut faire du microservice sur du serverless, c'est le use case que tu as présenté, Guillaume, comme on peut faire du microservice sur des serveurs EC2. Donc, serverless, c'est un moyen d'implémenter le microservice. Tu veux rajouter quelque chose? Non, non, je suis tout à fait d'accord et c'est complètement compatible. C'est même facilement passable de l'un à l'autre, hein. Il suffit vraiment de sortir ou d'extraire certaines fonctionnalités pour les mettre en serverless et puis de jouer avec ça. Au contraire, même, il faut surtout faire de l'hybride. Ça, c'est ma vision, hein. Et pouvez-vous également détailler comment vous gérez les logs liés à l'invocation d'une fonction lambda? C'est une bonne question. On a un peu de temps, on peut aller peut-être un peu dans les détails, parce que chaque fonction lambda a ses propres logs. Si vous en avez des centaines ou des milliers, comment ça Alors, il y marche? a X-Ray, c'est pour ça que j'en parlais, parce que vraiment Mhm. X-Ray, sans X-Ray, je pense qu'on ne peut pas utiliser du microservice. À partir du moment où vous avez notamment une step function qui vous appelle une dizaine de microservices, une vingtaine de microservices, vous avez des traces dans tous les sens. Il peut y avoir en plus de la synchrone, donc il ne faut même pas essayer de rechercher par le timing comment ça se passe et se met en œuvre. Donc X-Ray permet de suivre et de récolter. En fait, il y a un outil qui s'appelle CloudWatch qui récupère tous les logs et puis il y a X-Ray qui vient se mettre au-dessus, qui a mis ses trackers dedans et qui vient aller extraire automatiquement les suivis de chacun des logs. Donc vous avez une reconstitution du chemin complet des logs relatifs à l'appel que vous avez fait au départ. Et donc vous redonnez une vision globale des choses qui ont été complètement cassées en analytics. Comme toujours pareil, quand on décompose, il faut pouvoir recomposer pour pouvoir voir une vision globale. Ben, c'est exactement pourquoi je dis X-Ray, dont on parle peu, est fondamental. Si vous n'avez pas ça, vous ne saurez pas remonter les problèmes. Il est capable aussi de mettre un nombre d'erreurs, un nombre de choses comme ça qui sont vraiment intéressantes, c'est-à-dire de vous signaler sur quel microservice il y a eu tant d'erreurs probabilistiquement, enfin en pourcentage, donc ce qui permet de savoir où est-ce qu'il faut corriger, à quel endroit et où est-ce qu'il pourrait y avoir des problèmes de performance, hein, parce qu'il y a des timeouts qui se mettent en œuvre, ça c'est aussi un point important. Donc il y a vraiment pour ça un bon outil avec X-Ray qui permet de répondre à ce besoin, je pense. Alors avec X-Ray, il y a besoin d'instrumenter le code un peu. Il y a un SDK X-Ray à inclure dans Alors vos nous, fonctions.
Oui, il y a un SDK, il est dans tous les langages. Nous, en fait, on l'a complètement intégré dans le framework. C'est-à-dire qu'on a des entries et automatiquement on a une trace avec la tracking de tous les éléments qui nous permet d'avoir le minimum de traces pour qu'au cas où on sache automatiquement retrouver dans les datas. Il y a une notion d'annotation, de metadata, donc on peut mettre pas mal d'informations dans le système d'X-Ray qui permet vraiment de bien tracer toutes les volativités et tous les points pour pouvoir se retrouver par rapport à ça. En fait, techniquement, ce que fait X-Ray, il va rajouter un ID de requête dans les headers quelque part, et cet ID va se propager d'appel en appel de fonctions. Donc, il va être capable de retrouver son ID sur plusieurs logs de plusieurs fonctions, de plusieurs systèmes, et d'avoir cette vision, de reconstruire ainsi cette vision globale dont Guillaume parlait. J'ai pas beaucoup utilisé X-Ray, mais je pense avoir vu des screenshots. Il fait aussi une vue graphique de la dépendance entre les différents services et des temps de latence, des temps d'exécution de chacun des services, Oui, correct? alors il y a ça exactement. Alors l'aspect graphique, je suis pas toujours emballé par ce truc-là parce que je veux dire, au bout d'un moment, enfin, si on connaît pas le chaînon dans lequel ça devrait se faire, et qu'on l'a pas en tête, c'est pas avec ça qu'on va débugger. Non, je pense que c'est important de bien comprendre, de bien suivre, mais surtout on voit justement où il peut y avoir des temps de latence. Et si jamais il y a un nœud dans le réseau qui bloque, un microservice qui bloque tout, il apparaît en orange parce que c'est lui qui a fait un certain nombre de timeout et donc qui peut se voir par rapport à ça. Mhm. Donc oui, il aide par rapport à ces éléments-là, mais c'est plus plutôt dans le suivi global que je trouve ça Mhm. intéressant. Mais sinon, c'est exactement ça, capable de remonter, reconstituer le graphe d'appel et le suivi de chacun des éléments avec pour chacun les problèmes rencontrés. Et donc Et d'avoir ça, c'est ce. généralement dans la minute qui s'est passée, les 5 minutes qui s'est passées. Et puis après, ben, on ne peut plus vraiment regarder parce qu'il y en a tellement que de toute façon, après, c'est plus dans la globalité. C'est de voir si Mhm. là, par contre, il y a eu un problème sur tel ou tel service et de pouvoir intervenir sur le service qu'il faut par rapport à ça. Donc, merci Simon d'avoir posé la question, ça nous a donné l'occasion de détailler un peu plus. Il y a pas mal de sessions d'observabilité, c'est le mot qu'il faut chercher sur Google pour comprendre comment utiliser X-Ray. Souvent en anglais, je n'ai pas de contenu français qui me vient à l'idée, c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire. Mais si vous cherchez observabilité X-Ray, j'ai mes collègues, notamment Danilo Poccia, qui a fait pas mal de talks et de sessions sur ce sujet-là. Et Guillaume, il y a Simon qui dit merci d'avoir détaillé ce point, c'est une problématique sur laquelle il travaille en ce moment. Juste pour compléter, si on Oui. utilise les step functions ou si on utilise dans notre framework, on a mis la même chose, automatiquement le tracking se fait. Si vous utilisez la step function, vous pouvez suivre le comportement automatique de la step function. C'est-à-dire que quelque part, si vous êtes capable de définir des macrosystèmes qui utilisent les microsystèmes, ben, il n'y a pas de problème, vous saurez traquer facilement et remonter la traçabilité de votre chaînage global. C'est Step Function qui font ça. Question de Ouais, Marc. step Bonjour function, tout à fait. Guillaume. À première vue, la console AWS fait un peu peur parce qu'il y en a partout des services. En combien de temps vous êtes adapté à ce nouvel Il y a environnement? 10 ans, elle me faisait moins peur. Moi, quand la première fois que je l'ai utilisée, c'était il y a 10 ans. Donc, elle me faisait moins peur. Maintenant, je sais même plus. Il y a des endroits où je suis jamais allé parce que il y en a tellement que oui. Donc, c'est plus que ça fait peur. C'est une réalité. Du coup, il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Donc, peut-être qu'on aurait utilisé d'autres outils qu'on n'utilise pas, c'est certain, mais ça devient très compliqué. C'est pour ça qu'on utilise nous aussi des outils pour générer un peu tout ça, parce que si je devais générer toutes les API Gateway avec tous les interfaces, tous les éléments pour pouvoir avoir toutes les ressources de description de chacun des éléments, sans un outil comme Terraform ou CloudFormation, on n'y arriverait pas. Donc, oui, Amplify. Mhm. ou Amplify. Je ne le connais pas. Alors évidemment, je Ah ne non, le mais connais pas. Et puis après, c'est un peu différent parce que je pense que moi, je suis pas très proche je suis pas très pour l'approche no code. Hein. Je pense qu'il y a quand même Mhm. malheureusement une difficulté. Enfin, chacun a son usage un peu différent. Donc il y a pas, je suis pas vraiment dans ce domaine-là. Mais il est évident que l'interface de la console AWS, c'est pas forcément l'interface qu'on doit avoir en permanence. Et il y aura de plus en plus d'outils qui vont aider à ça. En tout cas, c'est l'intérêt de AWS qui a été le premier à fournir des API et que tout soit piloté justement par autre chose qu'une simple console. Et c'est ça la grande force pour moi d'Amazon, hein, d'AWS, c'est d'avoir été le premier à bien comprendre que bah, finalement l'infrastructure se générait par des API et que du coup on pouvait mettre des langages de plus haut niveau et qu'on n'est pas obligé de faire tout en manipulation manuelle. En fait, la console, moi je dis souvent, elle est très bien pour apprendre et découvrir un nouveau service. C'est quoi API Gateway? Ben, la console permet de visualiser les différentes options, etc. Mais dès qu'on devient sérieux sur son déploiement AWS, on va évidemment pas créer son infrastructure dans la console parce qu'il y a impossibilité de répéter encore et encore la même configuration sans se tromper. Et puis s'il faut, je sais pas, un environnement de dev, de prod, de test, déployer Tous la les même chose stages. sur une autre région, c'est impossible à refaire. D'où l'intérêt d'outils comme CloudFormation, comme Terraform, comme tu as mentionné Shali, il y a SAM aussi, le Serverless Application Model. Il y a Amplify, que moi j'ai montré dans la démo, qui vous permettent justement de Et provisionner il y ces a langages. Coworks, ça, il faut que je fasse ma pub. Il y a Coworks Et aussi. CoWorks, évidemment.
Et évidemment, Projet qui permet français qu'on développe, euh, donc s'il y en a qui veulent euh, participer, on est ouvert. de faire ça. Bah, c'est un bon, une bonne transition sur notre message final qui est, voilà, j'espère qu'on vous a intéressé, ouvert les yeux sur les possibilités offertes par leur serverless. Et puis maintenant, c'est à votre tour. Allez-y, construisez quelque chose. Euh, Concentrez-vous sur les besoins de votre métier, pas sur de l'infrastructure. Donc, affranchissez-vous des serveurs. Un petit peu de pub personnelle. Il y a un podcast AWS en français qui existe depuis bientôt 2 ans maintenant, avec plusieurs fois par mois des invités, des clients comme Guillaume, des partenaires, parfois des Amazoniens aussi, qui parlent des différentes technologies. C'est plutôt technique, comme on en a parlé aujourd'hui. C'est plutôt ouvert sur le mode de la conversation et c'est disponible dans toutes vos bonnes applications de podcast sur Apple, Google, Deezer et tous les autres. Allez voir le GitHub de Coworks, c'est sur le GitHub de Guillaume, c'est le dernier lien là en dessous, /Coworks. Et le reste, c'est les endroits où vous pouvez trouver du contenu AWS en français sur Twitter, sur YouTube et sur Twitch, où nous avons les user groups qui font en général les meetings des meetups AWS sur ce canal Twitch. Merci d'être resté jusqu'au bout pour ceux et celles qui sont restés jusqu'au bout, presque tout le monde finalement. On a 4 minutes et je vois plus de questions, donc je propose qu'on en reste là et qu'on vous laisse le reste de votre après-midi. Guillaume, un énorme merci d'avoir préparé et d'avoir co-animé ce webinaire et d'avoir répondu aux questions des clients. Merci de Et m'avoir convié surtout. avec beaucoup de plaisir. Et les slides sont dans la partie Handout. Si vous regardez l'outil GoToWebinar sur votre écran, il y a un des onglets de l'accordéon qui s'appelle Handout. Et il y a un PDF qui vient d'être posté il y a quelques minutes qui s'appelle AWS Cercle des experts, introduction au serverless. Donc vous pouvez télécharger les slides à partir de cet endroit-là. Merci à toutes et à toutes. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.